Dans le rapport de l'expert médico-légal, il était indiqué « Sur le corps de Benjamin Wilson, plus de 120 blessures avaient été constatées. » Ces chiffres ne laissent aucun doute sur ce qui lui est arrivé. 120, ce ne sont pas simplement des traumatismes accidentels, c'est le résultat d'actions ciblées. Qui et pourquoi a pu agir ainsi avec un garçon qui venait à peine d'avoir 9 ans? Le corps de Benjamin fut découvert le 10 avril 2005 dans une remise à l'arrière de sa maison. Un lieu qui aurait pu être simplement un coin utilitaire fut transformé en lieu d'une terrible découverte. La remise, où l'on range habituellement de vieilles affaires, des outils et autres, devint l'endroit où on le trouva. Et cela ne faisait qu'ajouter un contraste choquant. Une cour familiale ordinaire, un lieu habituel. Et voilà qu'ici fut faite une découverte qui bouleversa tout le monde. L'expertise montra que le garçon avait subi plusieurs jours d'épreuves cruelles. Les investigations médico-légales permirent d'établir Benjamin avait subi des violences physiques pendant 3 jours. Les coups étaient portés avec une ceinture et chacune des blessures était le résultat d'une violence longue et ininterrompue. Certaines traces sur son corps témoignaient du fait que les coups étaient déportés avec une force différente, ce qui indique une action prolongée et systématique. Sur son corps, il n'y avait pas un seul endroit qui n'ait laissé de traces. Le garçon vécut cela jusqu'à perdre connaissance, et même après que son état devint critique, il continua à se trouver dans la cour arrière. Chose surprenante, Benjamin disparut le 7 avril 2005. Sa famille ne comprit pas immédiatement que quelque chose n'allait pas. La mère, Laura, au début ne s'inquiéta pas beaucoup, pensant qu'il était simplement parti chez un ami ou s'était perdu quelque part. Mais les recherches ne donnèrent aucun résultat et chaque jour de son absence devenait de plus en plus inquiétant. Et seulement 3 jours plus tard, le 10 avril, se produisit ce qui changea radicalement la situation. Quand on le trouva, tout devint clair. L'endroit où on le trouva et les circonstances dans lesquelles cela se produisit remettaient toutes les questions à leur place. Il s'avéra que le garçon fut trouvé dans sa propre cour, dans un lieu qui aurait toujours dû être sûr pour lui. Il ne fut pas trouvé loin de chez lui, et ce fait ne faisait qu'intensifier le caractère tragique de ce qui s'était passé. Il vivait là, faisait partie de cet espace, mais c'est précisément ici qu'il se retrouva au centre d'un cauchemar auquel peu de gens auraient pu penser dans l'atmosphère paisible et tranquille d'une cour ordinaire. Tout était si inattendu qu'au début, personne ne pouvait croire que ce qui se passait pouvait être lié à cet endroit. Mais bientôt, tout devenait compréhensible. Les membres de la famille le cherchaient, mais ne pouvaient le trouver. Leurs recherches, bien qu'elles menassent à un certain résultat, mais ce résultat s'avéra beaucoup plus horrible qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Comment une telle chose avait-elle pu se produire précisément en ce lieu, dans cette maison, sur un territoire où il semblait que tout devait être sous contrôle? Et voilà, quand tout devint clair, l'attention se porta sur qui était à proximité, qui aurait pu être prêt et impliqué. Cette horreur ne pouvait pas se produire sans la participation de quelqu'un. Qui donc s'avéra être celui qui mena à de si terribles conséquences? C'est la question la plus importante à ce moment, et les réponses y seront cherchées dans le processus d'enquête. Quand les premiers patrouilleurs arrivèrent sur les lieux, rien ne présageait ce qu'ils allaient voir. D'ailleurs, ils ne savaient pas encore tout. L'information reçue par l'appel était, pour le dire gentiment, étrange. Laura Wilson, la mère de Benjamin, appela la police le 10 avril 2005 et dans la demande, il était indiqué que dans la cour arrière de sa maison, un garçon avait été découvert. Oui, exactement ainsi. Découvert. Il n'y avait pas de mots sur le fait que quelque chose de terrible s'était passé. Il n'était pas question du fait que quelque chose n'allait manifestement pas avec lui. La déclaration fut faite calmement, sans panique. Et bien que les traces du malheur fussent déjà évidentes, les premiers détails semblaient ordinaires. Quand les officiers arrivèrent sur place, Laura n'entra pas dans les détails. Elle dit simplement que dans la cour arrière, son fils avait été trouvé. L'endroit où se trouvaient habituellement les outils
les vieilles affaires et les accessoires de jardin, cette fois devint la raison d'un appel. La police sur place ne savait simplement pas à quoi s'attendre exactement. De tels appels souvent ne portent rien de sérieux. Quelqu'un s'est perdu, quelqu'un est tombé, quelqu'un est parti trop loin et n'est pas revenu. Mais de tels cas ne sont pas rares. Mais quand les officiers virent le garçon étendu par terre, le tableau changea rapidement. Tout ce qu'ils attendaient s'effondra à ce moment. Le garçon fut trouvé sans signe de vie. Son état parlait de lui-même. Les officiers comprirent immédiatement qu'il n'y avait rien d'habituel ici. Le lieu de l'incident fut bouclé et le territoire fut rapidement désigné comme lieu de crime. Sur le fond des demandes habituelles pour de tels cas, c'était une circonstance complètement nouvelle et inquiétante. Initialement, tout ce que la police pouvait faire, c'était confirmer le fait. Ce n'était pas simplement des signes extérieurs de traumatisme. C'était quelque chose de plus. Et plus les officiers examinèrent le territoire, plus il devenait clair. Ici, quelque chose ne collait pas. Le regard sur la cour arrière, sur cet endroit où jusque-là tout était si paisible et tranquille, devenait de plus en plus inquiétant. Tout maintenant parlait du fait qu'ici s'était produit quelque chose d'inimaginable. Ainsi, au moment où les officiers sortirent enfin leur carnet et commencèrent à fixer les premiers témoignages, ils ne pouvaient pas encore réaliser pleinement avec quoi exactement ils allaient devoir avoir affaire. Bien sûr, aucun des patrouilleurs ne pouvait imaginer que ce qui commença comme un appel ordinaire se transformerait bientôt en un véritable cauchemar. Et ce qui était plus important, ce qui fut découvert sur le lieu de l'incident promettait de révéler de nombreux secrets restés cachés. Chaque détail de ce qui se passait dans la cour arrière commençait à se couvrir de nouvelles questions. Une chose était évidente. Maintenant, ce n'était certainement pas simplement un hasard. Le 7 avril 2005, Laura Wilson s'adressa à la police avec une déclaration de disparition de son fils, Benjamin. Tout commença comme une histoire ordinaire de disparition. Il ne rentra pas à la maison à temps, et Laura supposa qu'il était resté chez un ami, s'amusant dans sa maison ou jouant avec lui. C'était une explication tout à fait habituelle, et cela semblait plausible. Le garçon partait souvent se promener et parfois tardait, mais revenait toujours. Mais cette fois, quelque chose ne se passa pas bien. Laura ne se hâta pas de donner l'alarme. Elle attendit jusqu'au lendemain, et quand Benjamin ne revint toujours pas, elle décida de s'adresser à la police. Il semblait que tout était normal. Situation standard. D'une façon ou d'une autre, elle ne paniqua pas. La disparition pouvait être simplement un hasard. D'après les témoignages de Laura, il devint clair qu'elle n'éprouvait pas d'inquiétude particulière dans les premières heures après que Benjamin ne soit pas rentré. L'explication qu'elle donna à la police sonnait absolument normalement. Il est probablement resté chez un ami. Elle ne pensait pas que quelque chose de terrible s'était produit. Il n'y avait pas de sentiment que le fils était tombé dans le malheur. Cela crée un écart intéressant. Pourquoi, si le garçon n'était pas rentré à temps, n'a-t-elle pas senti la menace plus tôt? Pourquoi n'a-t-elle pas entrepris de mesures dans les premières heures? Qu'aurait pu la retenir de prendre des actions plus décisives? La police reçut la déclaration 24 heures plus tard, et cet écart temporel devient un moment important dans l'enquête. Laura rapporta qu'elle ne ressentait pas la nécessité urgente de s'adresser immédiatement à la police. Peut-être que c'était simplement un malentendu, une affaire habituelle pour une telle situation. Mais 24 heures plus tard, quand le fils ne revint toujours pas, elle décida quand même de demander de l'aide. Il semblait que le retard dans la déclaration de disparition n'était pas quelque chose d'inhabituel. Beaucoup de parents peuvent de cette façon reporter leur peur. Cependant, faut-il percevoir cela comme une négligence habituelle ou y a-t-il quelque chose de plus? Il est tout à fait possible que le retard dans la réaction ne soit que le premier des nombreux moments étranges dans cette affaire. Selon les mots de Laura et de son époux Ronald, avant de s'adresser à la police, ils entreprirent plusieurs démarches pour chercher Benjamin. Ils tentèrent de le trouver par eux-mêmes, fouillèrent les environs, appelèrent des amis. Tout cela ressemblait aux actions habituelles de parents inquiets.
appels aux parents d'amis, recherches dans les rues voisines. Rien de cela ne semblait étrange. Apparemment, ils agissaient comme il le fallait. Mais voici le paradoxe. Leurs actions semblaient tout à fait adéquates, mais le fait même que Benjamin fût trouvé à seulement 30 mètres de la maison mettait en doute la sincérité de leurs recherches. Car s'ils le cherchaient dans tout le quartier, comment se pouvait-il que le garçon se trouvât si près de la maison? Ne fallait-il pas chercher en premier lieu dans sa propre cour? La déclaration fut enfin enregistrée dans la base de données comme disparition. À partir de ce moment, depuis le 7 avril, Benjamin était officiellement répertorié comme disparu. Laura et Ronald devinrent les déclarants, et pour la police, ils étaient la partie lésée. Cela crée un tournant important. Tout semblait tout à fait standard. Recherche, déclaration, attente, procédure habituelle. Mais bientôt, quand l'enquête commencera, cela deviendra un moment important qui donnera le début d'un examen complexe de ce qui se passait réellement ce jour-là. Tout cela maintenant sera vérifié et surgira la question. Les recherches étaient-elles réelles ou était-ce seulement une représentation théâtrale créée pour assurer un alibi? Quand le groupe d'enquête arriva sur le lieu de l'incident, ils commencèrent d'abord par l'examen de la remise, ce même endroit où quelques jours plus tôt, Benjamin avait été découvert. L'examen de ce local était d'une importance critique, car c'est précisément ici, au premier regard, se trouvait toute la vérité. Tout ce qui aurait pu éclairer ce qui s'était passé était caché dans les murs de cet entrepôt sans prétention. Mais qu'est-ce qui, précisément dans cette remise, pouvait raconter ce qui se passait? Quand toutes les entrées et sorties furent vérifiées, l'attention fut immédiatement attirée par la porte. Extérieurement, elle ne semblait pas endommagée. Aucune trace d'effraction. Rien qui indiquerait une entrée forcée. Et c'était une découverte importante. Si la porte n'avait pas été forcée, cela signifiait que quelqu'un qui avait accès à ce local pouvait être beaucoup plus proche que cela ne semblait. Les criminalistiques se demandèrent immédiatement qui donc pouvait avoir une clé de cette remise ou un accès à elle? Car ce ne pouvait pas être un criminel occasionnel qui, d'une façon ou d'une autre, était entré à l'intérieur. Cela signifiait que le cercle des suspects se rétrécissait. Quelqu'un des membres de la famille ou de l'entourage proche de Benjamin pouvait avoir un accès direct à cet endroit. C'était le premier signal important qu'il ne fallait pas chercher le criminel parmi les inconnus ou les gens occasionnels. Il était important de se concentrer sur ceux qui étaient dans la proximité immédiate du garçon. L'examen de la remise continua. Les enquêteurs commencèrent à chercher d'autres indices qui auraient pu confirmer ce qui s'était passé ici, et si cet endroit était réellement lié au crime lui-même ou simplement utilisé pour cacher les traces. En examinant le sol, les spécialistes remarquèrent des taches de couleur brune. Au premier regard, il y en avait peu, mais l'expertise confirma. C'était du sang, mais en quantité insignifiante. Cela mettait en doute la première hypothèse. Si Benjamin avait tant de traumatismes, pourquoi y avait-il si peu de traces de sang? Les experts judiciaires commencèrent immédiatement à réfléchir. S'il y avait eu 120 coups, pourquoi sur le sol de la remise n'y avait-il pas de traces de sang plus importantes? Où était tout le reste du sang? Cela pouvait-il signifier que la partie principale des tortures s'était déroulée dans un autre endroit? La remise, comme il s'avéra, n'était pas l'endroit où s'était commis le crime principal. Elle pouvait être l'endroit où la victime était retenue dans les derniers moments, mais pas le lieu de la violence elle-même. Cette découverte entraîna un nouveau soupçon. Où donc alors se déroulant ces tortures, si ce n'était pas dans la remise? Cette supposition fut bientôt confirmée. L'examen montra que dans la remise n'avait pas été découvert de signes de lutte ou de traces nettes qui auraient pu indiquer des actions violentes, comme sur le lieu principal de commission du crime. Maintenant, l'enquête était sûre. La remise pouvait être simplement l'endroit où le corps fut abandonné pour cacher les traces. La violence principale se déroulait manifestement quelque part dans un autre endroit. Les étapes suivantes de l'enquête s'intensifièrent. Maintenant, le moment le plus important était de comprendre comment et où exactement se déroulait tout cela.
Mais en premier lieu était l'opinion décisive de l'expert médico-légal qui devait procéder à l'examen et donner ses premières conclusions. Quand l'expert arriva sur place, il attira immédiatement l'attention sur l'état de Benjamin. L'expertise médico-légale confirma que la quantité de traumatisme sur son corps était énorme. Hématomes, écorchures, traces de ceinture. Tout cela parlait de multiples coups, mais ce qui attira l'attention de l'expert fut autre chose. Les lésions sur le corps avaient une ancienneté différente. Certains hématomes étaient frais, et d'autres avaient déjà commencé à guérir. Cela excluait exactement la version d'un meurtre soudain dans un élan de colère. Ici, il y avait quelque chose de beaucoup plus horrible. Les traumatismes reçus sur plusieurs jours signifiaient une chose. Benjamin avait subi un supplice prolongé. L'expert médico-légal désigna immédiatement cela comme clé pour l'enquête. Les coups multiples portés avec des intervalles pouvaient témoigner du fait que le crime n'était pas spontané, mais planifié. C'était un supplice long et douloureux, et non pas une exécution rapide. Maintenant, tous les doutes étaient dissipés. L'enquête passa officiellement au stade d'un crime commis avec une cruauté particulière, avec des coups planifiés, et non pas une agression occasionnelle. Cela signifiait que maintenant, l'enquête devait chercher la réponse à la question principale. Qui pouvait être capable d'un tel supplice prolongé, qui était capable de torturer Benjamin jour après jour? Après que le groupe d'enquête eut serré le cercle des suspects, vint le moment d'interroger ceux qui étaient dans l'entourage le plus proche de Benjamin. Laura et Ronald Wilson furent convoqués au commissariat de police pour donner des témoignages officiels. Ils furent interrogés séparément pour exclure la possibilité de coordination des versions. L'attente de ce moment était tendue, car maintenant tout dépendait de la façon dont chacun d'eux se comporterait sous la pression. Laura, pendant tout l'interrogatoire, resta calme et confiante. Son histoire était cohérente et logique. Elle racontait en détail les événements du 7 au 10 avril, quand Benjamin disparut. Tous ces témoignages coïncidaient avec ce qu'elle avait déclaré plus tôt, quand elle s'était adressée à la police. Cela, sans aucun doute, ne la rendait pas innocente. Mais sa version était convaincante. Laura n'essayait pas de cacher des détails, ne changeait pas les faits. On n'attendait pas d'elle des émotions vives ou des déclarations dramatiques, mais, dans le contexte de cet interrogatoire, son calme semblait naturel. Contrairement à elle, Ronald, au cours de l'interrogatoire, produisit une toute autre impression. Ses témoignages semblaient moins clairs. Contrairement à Laura, il se trompait plusieurs fois dans les détails et semblait ne pas pouvoir se rappeler exactement ses actions pendant plusieurs jours, y compris le soir du 7 avril. Les trous de mémoire devinrent le premier signal d'alarme pour les enquêteurs. Pourquoi ne pouvait-il pas se rappeler exactement où il était, ce qu'il faisait ce jour-là? Ces incohérences ne pouvaient pas rester inaperçues. Au cours de l'interrogatoire, Ronald déclarait qu'il ne pouvait pas décrire exactement ses actions, affirmant qu'il était ce soir-là ivre. Cela semblait une justification trop commode. De tels trous de mémoire, parfois sont un signal que la personne cache quelque chose. Mais cela peut aussi indiquer quelque chose de plus inquiétant, la perte de contrôle. Encore plus étrange était le fait que Ronald affirmait que ce jour-là, il consommait de l'alcool et ne suivait pas le temps. Dans ces témoignages se voyait clairement une tentative de diminuer sa responsabilité pour ce qui se passait. Mais cela n'éliminait pas les contradictions. L'alcool, bien sûr, peut obscurcir la mémoire, mais cela peut aussi devenir un facteur capable de renforcer l'agression et mener à des actions imprévisibles. Et bien que sa justification pût être la vérité, elle devenait en même temps un indice et non pas une défense. L'alcool, sa consommation ce soir-là, devint un élément important, soulignant son comportement instable et ne donnant pas un alibi clair au moment clé. Les enquêteurs remarquèrent que son alibi pour le soir du 7 avril n'était pas confirmé par des témoignages indépendants. Il ne pouvait pas dire exactement où il était dans cette période et ne pouvait pas fournir de témoins qui auraient pu confirmer ses mots. Tout cela devint le moment décisif qui renforça les soupçons à son égard. Sa position semblait trop faible, et maintenant il se retrouva au centre de l'attention. Sur le fond de toutes ces incohérences,
Ronald devint le principal suspect. Tous les faits qui indiquaient Ronald commencèrent à se composer en un tableau unique. Il avait un accès illimité à la remise, l'endroit où fut trouvé le corps de Benjamin. Il se trouvait à côté, il était parti de cette famille, et au fond était la seule personne qui pouvait commettre un tel crime. Ses trous de mémoire, l'absence d'alibi, son comportement agressif, tous ces facteurs le mettaient au premier plan comme principal suspect. L'état de son alibi s'avéra le plus faible de tous, et ses actions ce soir-là soulevaient de plus en plus de questions. Les enquêteurs ne pouvaient ignorer ces soupçons. Ils n'avaient pas de preuves directes, mais les indirectes indiquaient précisément lui. Après l'analyse de tous les faits et témoignages, Ronald Wilson fut officiellement reconnu comme principal suspect dans cette affaire. Maintenant, l'enquête devait aller plus loin, comprendre ses motifs et ses actes. Qu'est-ce qui exactement l'avait mené à un comportement si cruel? Et à quelle profondeur sont cachés les motifs qui peuvent expliquer un crime si horrible? Peu après que l'enquête eut commencé son travail, ils reçurent le rapport définitif du pathologiste. Ce document devint un moment tournant dans l'enquête. Alors que dans les étapes précédentes, nous ne connaissions que l'ampleur des traumatismes, maintenant tout devint plus concret. Le rapport confirma: sur le corps de Benjamin furent fixées au moins 120 traces distinctes de coups. Combien de fois que les enquêteurs aient essayé de se représenter l'ampleur de ce qui se passait, ces chiffres menaient toujours à la pensée. Comment avait-on pu traiter si cruellement un être humain? Mais les détails ne s'arrêtaient pas là. Dans le rapport, il y avait encore un autre détail clé. Les traumatismes furent reçus d'un objet flexible, très probablement d'une ceinture avec une boucle métallique, objet ordinaire qu'on peut trouver dans n'importe quelle maison. Et cela rendait la situation elle-même encore plus terrifiante. Cette ceinture était l'arme avec laquelle furent portés les coups à Benjamin pendant une longue période. Et ce n'était plus simplement de la cruauté, cela avait basculé dans la véritable torture. Encore un autre détail important fut la confirmation de la durée de ces tortures. L'expert médico-légal indiqua avec certitude: les traumatismes furent infligés sur environ 72 heures. Ce chiffre devint un choc pour tous ceux qui étaient liés à l'enquête. 3 jours, non pas un coup occasionnel, mais une causée systématique et ciblée de douleur et de peur. Ce n'était pas un incident occasionnel, mais un supplice douloureux. Le suivi du stade de guérison des hématomes aida les experts à établir une échelle temporelle. Les coups étaient apportés avec des interruptions, ce qui permit de conclure que les souffrances continuaient pendant plusieurs jours. Ce fait devint non seulement la preuve du caractère systématique de ce qui se passait, mais ouvrit aussi une nouvelle question. Comment, en général, une personne pouvait-elle continuer un comportement si cruel 3 jours de suite? Et pourquoi personne ne le remarqua plus tôt? Sur la base des données du rapport, les enquêteurs commencèrent à rapprocher les faits scientifiques avec le comportement de Ronald. La tâche la plus importante devint de comprendre comment il pouvait se comporter pendant ces 72 heures. Selon ses témoignages, il continuait à affirmer que les relations avec Benjamin étaient normales, qu'il ne commettait aucune action violente et n'avait pas de conflit avec lui. Mais maintenant, après avoir reçu les données du pathologiste, ces mots commencèrent à sonner encore plus peu convaincants. Ronald refusait de reconnaître le fait d'usage de la force, déclarant que leur relation avec le garçon était habituelle. Il ne connaissait aucun problème et ne considérait pas leur relation familiale comme inquiétante. Cette déclaration contredisait directement les résultats de l'expertise. Sur le corps de Benjamin, il y avait des traces qu'on ne pouvait pas cacher. C'étaient des traces de longues et douloureuses tortures, et non pas de conflits occasionnels. Et bien que Ronald continuât à affirmer que tout était normal, ces mots ne résistaient à aucune critique, d'autant plus que tout ce temps continuait précisément ce que l'enquête appelait un supplice prolongé. Les témoignages de Ronald et les données scientifiques entraient en contradiction directe. L'expertise indiquait clairement une période prolongée de violence, tandis que Ronald continuait à insister que ses relations avec son beau-fils ne sortaient pas du cadre de l'habituel. La position de Ronald devenait de plus en plus chancelante, et cela ne pouvait pas rester inaperçu. Ses affirmations sur les relations normales ressemblaient à un mensonge évident.
Et les recherches, au moment où il fut interrogé, ne correspondaient pas à la réalité. Le rapport médico-légal, qui devint une preuve irréfutable, ne laissait pas de place au doute. Tout ce que disait Ronald s'opposait aux faits. Maintenant, l'enquête comprenait. Leur tâche devint claire. Ils ne peuvent pas simplement se fier aux mots du suspect. Le mensonge qu'il essayait de présenter comme vérité, il fallait le réfuter avec des preuves physiques. Et la preuve clé qu'il leur fallait maintenant trouver, c'était l'arme du crime. Précisément la ceinture avec la boucle métallique qui pouvait être utilisée pour porter ces coups cruels. Mais la question ne se posait pas seulement sur l'arme, mais aussi sur d'autres indices qui auraient pu lier directement Ronald à ce crime. Où était cette ceinture ? Pouvait-on la trouver dans la maison ou dans quelque autre endroit ? C'est précisément cela qui devint la tâche principale à l'étape suivante de l'enquête. Ensuite, l'enquête devait se concentrer sur la recherche de l'arme du meurtre, qui pouvait devenir la preuve définitive. Ronald continuait à rester le principal suspect, et maintenant les détectives avaient tout pour commencer à chercher activement des indices physiques le liant à ce crime. Après que l'enquête eut reçu les résultats définitifs de l'expertise, commença une nouvelle étape d'analyse. Maintenant, l'attention était concentrée sur la façon dont Ronald se comportait dans les premiers moments après que le corps fut trouvé. Tous les regards étaient redirigés vers lui. Il était la personne qui, selon les témoignages, découvrit Benjamin. Le comportement sur le lieu de l'incident devint une partie importante de l'enquête. Dans le rapport du premier officier arrivé sur place fut fixée la façon dont se comportaient les membres de la famille. Et si la réaction de Laura était dans les limites de l'attendu, choc, larmes, perte de contrôle, alors le comportement de Ronald attira immédiatement l'attention des enquêteurs. Il était calme, détaché, comme si ce qui se passait ne le concernait pas. Il n'y avait ni agitation, ni manifestation de chagrin. Cette déviation de la norme devint immédiatement un signal pour l'enquête. Dans la description de son comportement, il n'y avait pas de mots qui s'associaient habituellement au chagrin ou à la tragédie. Inquiétude, désarroi, désir de comprendre ce qui s'était passé. À la place, un calme froid. Tandis que Laura était submergée par les émotions, Ronald ressemblait plutôt à un observateur qu'à une personne qui venait de perdre son beau-fils. Il ne manifestait pas l'ombre de cette tempête de sentiments qu'on attendait de voir de la part d'une mère ayant perdu son fils. Ce comportement atypique, fixé dans les protocoles, attira l'attention des enquêteurs. Et dans la note analytique, le détective principal indiqua directement « La réaction de Ronald était atypique pour un parent venant de découvrir son enfant. » Qu'est-ce qui se cachait derrière ce calme ? C'était un comportement difficile à expliquer. Peut-être était-il lié à son caractère, peut-être à sa situation personnelle, mais il devenait immédiatement clair que quelque chose n'allait pas ici. Les enquêteurs commencèrent à se demander ce que c'était. Détachement émotionnel, réaction défensive, ou alors signe qu'il savait beaucoup plus qu'il ne pourrait raconter. Mais le plus important était la façon dont Ronald se comportait dans les jours suivants, alors que l'enquête continuait son travail, essayant de comprendre les circonstances de la tragédie. La passivité et l'absence d'intérêt pour l'enquête devinrent encore un autre détail étrange. Dans les protocoles d'interrogatoire, il n'était pas fixé qu'il manifestait de l'activité, posant des questions sur le cours de l'enquête ou avançant ses versions de ce qui s'était passé. Au contraire, Ronald répondait aux questions d'un mot et sans enthousiasme particulier. Il n'essayait pas d'aider l'enquête, ne proposait pas d'hypothèse, ne montrait pas le moindre intérêt pour la révélation de cet horrible incident. Son comportement causait chez les enquêteurs de plus en plus de perplexité. Pourquoi lui, étant la personne la plus proche de Benjamin, n'essayait-il pas de pénétrer dans les détails de l'enquête ? N'exprimait-il pas d'inquiétude ? Si quelqu'un d'autre avait perdu un enfant, ses émotions, son aspiration à comprendre ce qui s'était passé, auraient été évidentes. Mais pas chez Ronald. Tout cela disait que son rôle dans l'enquête n'était pas simplement passif. Il devenait un obstacle. Parallèlement aux interrogatoires, il ne proposait pas de nouvelles informations, ne montrait pas qu'il était intéressé à ce que quelqu'un soit trouvé coupable. Il ne participait pas au processus de recherche,
ne discutaient pas les détails de ce qui s'était passé. La position de Ronald semblait défensive, non pas assistance, mais silence et prudence. Cet écart comportemental ne pouvait pas être simplement un hasard. Il devenait encore une brique dans l'enquête qui indiquait que Ronald occupait une position absolument différente de ce que l'enquête attendait d'un simple père en deuil. Il était tout à fait possible que son calme ne fût qu'une tentative de cacher quelque chose de beaucoup plus sombre. Les enquêteurs commencèrent à former un portrait psychologique du suspect, se basant sur son comportement. Avant tout, ils notèrent l'absence d'empathie. Une personne qui trouve son proche dans un état si horrible aurait dû montrer beaucoup plus d'émotion. À la place, Ronald restait indifférent et détaché. Cela se combinait avec sa dépendance alcoolique, qui devenait aussi un élément clé de l'enquête. L'alcool non seulement déformait sa perception de la réalité, mais pouvait mener à des actes inexplicables, à l'agression et à la destruction des relations. Mais ces tentatives de cacher l'information et d'ignorer les questions de l'enquête devenaient de plus en plus évidentes. Les détectives principaux constatèrent son comportement le jour de la découverte du corps et aux interrogatoires n'était pas simplement étrange. Il était suspect. En analysant son comportement, l'enquête comprenait que la psychologie pouvait l'indiquer comme coupable. Mais sans preuve factuelle, l'accusé était impossible. Une chose était claire. Maintenant, pour l'accusation, il fallait des preuves physiques irréfutables. Les mensonges et les anomalies comportementales ne pouvaient pas être la base d'une accusation. L'étape suivante était évidente. Il fallait trouver de vraies preuves matérielles qui lieraient Ronald au crime. Après que les experts eurent déterminé l'arme probable du crime, toute l'attention de l'enquête se concentra sur la recherche de cette ceinture. Une ceinture avec une boucle métallique. Ce n'était pas simplement un objet de la vie quotidienne, mais maintenant, une arme potentielle du crime. L'enquête obtint un mandat pour la perquisition de la maison de la famille Wilson. Cette démarche était logique. La maison, c'est le premier endroit où devrait se trouver quelque chose qui correspond à la description. Les détectives commencèrent par le plus évident, l'examen de la maison d'habitation. La perquisition montra qu'à la maison, il y avait plusieurs ceintures d'hommes, mais aucune d'elles n'avait de signes évidents qui auraient pu indiquer immédiatement que c'était précisément celle qui fut utilisée. Toutes les ceintures étaient ordinaires, sans sang ou autre trace qui aurait pu devenir des indices. À partir de cela, la première étape de recherche pouvait être considérée comme un échec. Mais maintenant, quoi? Où encore pouvait être cette ceinture? La réponse était évidente. Si pas dans la maison, alors peut-être dans le transport personnel de Ronald. Et voilà que l'attention de l'enquête se porte sur le camion. Les détectives commencèrent l'examen de la voiture de Ronald, en commençant par la boîte à gants et les poches des portières. La vérification de ces endroits évidents n'apporta rien d'inhabituel. Seulement des outils de travail et des détritus ménagers. Il semble que le camion, comme la maison, ne donnerait pas de réponse. Néanmoins, la tension continue de monter. Les enquêteurs ne pouvaient pas se permettre de se détendre, malgré l'absence d'indices évidents. Au moment où on commençait déjà à penser que cette recherche se terminerait par un échec, un des détectives passa la main sous le siège conducteur. Et voilà, dans la partie la plus inattendue de la voiture, il sentit quelque chose de dur et de lisse. Ce n'était pas simplement une rencontre hasardeuse. Il palpa un objet qui ne pouvait pas être simplement une partie des détritus ou un outil. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus important. Le cœur du détective battit plus vite quand il extrait l'objet. C'était une ceinture en cuir d'homme avec une boucle métallique, précisément celle qui pouvait être utilisée pour porter les coups. Les indices furent enfin trouvés, mais ce n'était que le début. Lors d'un examen plus attentif de la ceinture, les détectives remarquèrent des taches sombres concentrées vers son extrémité. La première supposition se confirma immédiatement. Ces taches étaient peut-être du sang. C'était une preuve presque 100% que précisément cette ceinture fut utilisée dans le crime. Maintenant, toutes les questions devinrent beaucoup plus concrètes.
L'objet fut soigneusement emballé et dirigé vers le laboratoire criminalistique pour investigation ultérieure. Toute la procédure fut documentée. Sur le paquet avec l'indice fut faite la notation « Ceinture ». Arme possible du meurtre. C'était le moment où tout commença à se composer en un tableau unique. L'enquête disposait maintenant d'une preuve matérielle qui pouvait devenir la clé de la révélation du crime. Cependant, il restait encore à effectuer des analyses de laboratoire et confirmer que c'était précisément cette ceinture qui fut utilisée le jour de la tragédie. La question de la liaison de la ceinture avec le crime devint maintenant centrale pour toute l'enquête. Après que la ceinture fut trouvée dans le camion de Ronald Wilson, elle fut immédiatement envoyée à l'expertise. C'était la preuve la plus importante qui pouvait confirmer ou réfuter la théorie de l'enquête selon laquelle la ceinture fut utilisée pour porter les coups. Toutes les actions de l'enquête dépendaient maintenant de ce que dirait la science. Ayant passé toutes les étapes, la ceinture se retrouva dans le laboratoire criminalistique de l'État où les spécialistes commencèrent une série d'expertises minutieuses. La première tâche que se posèrent les experts consistait en la réalisation d'une analyse ADN. Ce processus n'était pas rapide et pour atteindre un résultat précis, il fallait du temps. De la surface de la ceinture furent prises des raclures de matériel biologique qui furent ensuite envoyées aux investigations de laboratoire. Extraction d'ADN, comparaison avec l'échantillon, c'est une procédure standard, mais chaque détail est important. Et enfin vint le résultat tant attendu. Sur la ceinture furent découvertes des traces de sang. Mais le plus important, c'est la coïncidence. L'ADN sur la ceinture coïncidait complètement avec l'ADN de Benjamin Wilson. Ce résultat devint décisif. Il établit une liaison directe entre la ceinture et la victime. Ce n'était pas simplement une rencontre hasardeuse de sang sur l'objet. La ceinture devint probablement l'arme avec laquelle Benjamin reçut ses traumatismes. Maintenant, l'enquête avait un fait absolument précis et irréfutable. C'était l'indice qui liait la ceinture à ce qui s'était passé. Mais bien sûr, les enquêteurs comprenaient que cela ne suffisait pas. Il était important d'établir non seulement la présence de sang, mais aussi des preuves supplémentaires qui auraient pu révéler tous les détails du crime. Les experts continuèrent à travailler et leurs efforts menèrent à des résultats supplémentaires. Après avoir effectué une analyse microscopique de la ceinture, ils découvrirent encore un autre détail important, des microparticules de peau. Ces particules ne pouvaient pas être hasardeuses. Elles étaient situées là où la ceinture était en contact avec la peau de la victime. Ce n'était pas simplement du sang, c'était des traces de coups. Les particules d'épithélium confirmèrent que les coups de ceinture furent portés avec une telle force qu'ils arrachèrent la peau. Ce n'était pas simplement un saignement, mais de vraies lésions physiques infligées de façon cruelle. Quand les résultats des analyses confirmèrent que les particules de peau appartenaient aussi à Benjamin Wilson, l'enquête reçut la confirmation la plus importante. Maintenant, il n'y avait pas de doute que la ceinture fut utilisée pour causer de la douleur. Ce n'était pas une rencontre hasardeuse de sang, c'était une arme de torture avec laquelle le garçon fut soumis à de cruelles souffrances. L'étape finale du travail de laboratoire se termina et la conclusion officielle fut dirigée vers le département d'enquête. Dans le document était clairement indiqué « La ceinture fut saisie du transport personnel de Ronald Wilson. Sur elle furent découvertes des traces biologiques qui appartiennent à Benjamin Wilson. » Cela signifiait que maintenant l'enquête avait un indice incontestable qui liait le suspect au crime. Cette conclusion devint la pierre angulaire de l'enquête. Pour les enquêteurs, cela signifiait qu'ils pouvaient maintenant aller plus loin, non seulement au sujet de la liaison de la ceinture avec l'incident, mais aussi par rapport à Ronald Wilson. Avec l'obtention de la preuve que l'arme du meurtre fut trouvée et liée à la propriété personnelle du suspect, il était compréhensible que dans l'affaire était survenu un moment tournant. Les enquêteurs savaient déjà. Ronald Wilson ne pouvait plus être simplement témoin. Il devint le principal suspect, et cela ouvrait une nouvelle page dans l'enquête. Maintenant ne restait qu'une question. Que dira Ronald lui-même quand on lui présentera ses preuves ? Après que l'enquête eut reçu la preuve irréfutable,
la ceinture avec le sang appartenant à Benjamin Wilson, vint le moment de la confrontation. Ronald Wilson fut de nouveau convoqué à l'interrogatoire. Maintenant, l'enquête avait l'indice qui le liait directement au crime. Il ne pouvait plus rester dans le rôle de témoin. Toutes les questions étaient claires et les enquêteurs devaient fouler voir sa réaction. Quand Ronald entra dans la salle d'interrogatoire, les détectives avaient déjà préparé le matériel pour la présentation. Sur la table était posée cette même ceinture, en cuir, avec une boucle métallique, dont il était question pendant toute l'enquête. À Ronald, on montra celle-ci et on lut la conclusion des experts. Sur la ceinture furent découvertes des traces biologiques qui coïncident avec l'ADN de Benjamin. Maintenant, il n'y avait aucun doute. La ceinture n'était pas simplement un objet hasardeux. C'était l'arme du crime. Cependant, la réaction de Ronald était tout à fait prévisible. Il rejeta immédiatement toutes les accusations, déclarant qu'il n'avait jamais utilisé cette ceinture pour porter des coups. Dans ses yeux, il n'y avait pas de choc, pas d'aspiration à se justifier, seulement un refus ferme. Il essayait de garder son calme, mais les enquêteurs savaient déjà, ces mots n'étaient pas confirmés par les faits. Il ne commença pas à avouer et se mit immédiatement à inventer des explications. Les enquêteurs ne perdirent pas de temps et continuèrent à poser des questions. Le sang sur la ceinture, qu'il était impossible d'ignorer simplement, obligea Ronald à avancer une version absurde. Il commença à dire que peut-être Benjamin s'était blessé quand il avait eu un saignement de nez ou que la ceinture fut tachée pendant quelques bagarres avec d'autres enfants. Il décrivait le garçon comme difficile et affirmait que Benjamin tombait souvent dans des disputes. Cette explication, comme attendu, sonnait faible. C'était une tentative de reporter la faute sur les circonstances extérieures et de détourner l'attention de lui-même. Ronald dit que peut-être la ceinture se retrouva simplement dans un endroit non nécessaire, mais aucune de ces versions ne sonnait de façon convaincante. Tout cela ne semblait pas sincère, plutôt comme une tentative désespérée de se sauver. Les enquêteurs ne pouvaient pas laisser cette version sans attention. Bien sûr, il leur fallait vérifier chaque aspect, même le plus absurde, pour s'assurer qu'il n'avait rien manqué d'important. Commença la vérification de l'entourage de Benjamin, et en premier lieu, de son comportement et de son interaction avec d'autres enfants. Quelqu'un pouvait-il être témoin de ces bagarres dont parlait Ronald? Y avait-il des confirmations de son récit? Les réponses devinrent rapidement évidentes. Les professeurs de Benjamin, avec qui furent menés des interrogatoires, réfutèrent catégoriquement la version de Ronald. Ils décrivirent le garçon comme un élève calme et travailleur, n'entrant pas dans des bagarres. L'infirmière scolaire n'avait pas non plus d'enregistrement de traumatisme fréquent ou de saignement de nez chez Benjamin. De plus, les amis de Benjamin, avec qui parlèrent aussi les enquêteurs, le décrivirent comme un adolescent paisible et amical. Aucune information sur le fait qu'il se disputait souvent avec d'autres enfants ne parvenait. Chaque nouveau témoignage détruisait la version de Ronald. Ces tentatives de noircir le garçon, en le présentant comme un adolescent difficile, n'avaient sous elles aucune base réelle. Les amis, les professeurs et l'infirmière disaient oser la même chose. Benjamin n'était pas agressif ou enclin aux bagarres. C'était un mensonge complet, et l'enquête commença à comprendre définitivement que Ronald non seulement se trompait. Il essayait d'inventer une histoire qui n'avait rien de commun avec la réalité. Quand tous ces témoignages furent rassemblés, la version de Ronald fut officiellement fermée. Il tenta de reporter les flèches sur quelqu'un d'autre, mais aucune de ses explications ne se confirma par les faits. Le mensonge qu'il essayait si désespérément de créer fut démasqué, et l'enquête était maintenant sûre d'une chose. Ronald Wilson savait beaucoup plus qu'il ne disait. Tout son comportement, de la réaction étrange à la découverte du corps jusqu'au mensonge sur les raisons du sang sur la ceinture, l'indiquait comme principal suspect. Maintenant, l'enquête savait que sa version était complètement réfutée, et une nouvelle question devint clé. Qu'est-ce qui encore se cache dans le passé de Ronald qui pourrait expliquer son comportement et ses actions? Après que la version de Ronald sur le fait que le sang sur la ceinture pouvait apparaître par hasard fut réfutée, l'enquête décida de creuser plus profondément. Il était évident que les réponses à beaucoup de questions se trouvaient dans son passé.
Pour comprendre qui il était réellement et comment son caractère pouvait mener à une exécution si cruelle, les enquêteurs commencèrent une vérification approfondie de la biographie de Ronald Wilson. Tout cela était nécessaire non seulement pour renforcer supplémentairement leur version, mais aussi pour comprendre s'il était réellement la personne capable de tels actes. Au cours de cette enquête, il se découvrit que Ronald n'était pas une personne sans tâche. Dans les documents remontèrent ses arrestations, 2 incidents qui devinrent une partie importante de son passé criminel. En 2002, il fut arrêté pour conduite en état d'ivresse et en 2004, pour violation de l'ordre public en état d'ébriété alcoolique. Ces faits n'étaient pas des rumeurs ou des suppositions, mais des enregistrements officiels. Et bien que de tels incidents en eux-mêmes auraient pu sembler un hasard, leur fréquence parlait d'un problème beaucoup plus sérieux. Ronald ne violait pas simplement périodiquement la loi. Il devint partie d'un modèle dans lequel l'alcool et le comportement agressif étaient liés. Ce modèle de comportement, quand la boisson devenait un catalyseur pour les conflits, s'accordait maintenant complètement avec son état actuel et ses relations dans la famille. La présence chez Ronald d'une expérience historique avec l'alcool et sa tendance au comportement agressif créait un tableau de plus en plus clair. Il n'était pas simplement une personne ordinaire avec des problèmes auxquels tous font face. Il était celui qui probablement ne pouvait pas faire face aux émotions quand il buvait, et ces moments menaient à la destruction de sa vie et de la vie des gens autour. Cette conclusion sur les problèmes avec la loi devint la base d'une nouvelle stratégie d'enquête. Les enquêteurs savaient qu'il avait une tendance à la violence, et maintenant, il leur fallait comprendre comment cela se manifestait dans ses relations avec Benjamin. Les enquêteurs décidèrent de revenir à Laura Wilson. Maintenant, quand ils disposaient de faits sur le passé de Ronald, ils pouvaient y faire pression sur elle. La compréhension du fait que son mari était non seulement agressif, mais aussi constamment s'emportait contre les gens, les obligea à lui poser des questions plus franches. Laura fut de nouveau convoquée à l'interrogatoire, et maintenant elle devait répondre aux questions concernant ses relations avec son mari, ainsi que les disputes qui se produisaient dans la famille. Quand à Laura furent présentés les faits sur le passé de Ronald, ses réponses changèrent. Elle commença à parler plus franchement qu'auparavant. Sous la pression des indices, elle reconnut que les disputes entre Ronald et Benjamin étaient régulières. Ronald était strict, emporté, surtout quand il buvait. Cet aveu devint la première confirmation du fait que dans la famille, il y avait de vrais problèmes que, semblait-il, tous ignoraient. Mais quand les enquêteurs demandèrent pourquoi elle n'intervenait pas dans ce qui se passait, pourquoi elle n'essayait pas d'arrêter les disputes, Laura donna une réponse étrange. Elle dit qu'elle ne pensait pas que tout était si sérieux. Elle ne percevait pas ces conflits comme une menace, malgré le fait qu'ils étaient réguliers. Cette réponse devint un moment clé dans l'enquête. Laura réalisait que quelque chose n'allait pas, mais n'essayait pas d'intervenir. Elle ne croyait pas que les disputes pouvaient mener à quelque chose de plus terrible. Une telle inaction joua un rôle fatal. Laura était partie de cette famille et au fond pouvait empêcher le développement ultérieur des événements, mais ne le fit pas. Sa passivité la mettait en position de complice, au moins par négligence. Cela ouvrait une nouvelle question pour l'enquête. Pourquoi n'entreprit-elle pas de démarche pour protéger son fils? Pourquoi n'attira-t-elle pas l'attention des autorités? N'entra-t-elle pas en conflit avec Ronald si la situation était si tendue? Maintenant, l'enquête pouvait voir clairement comment se composait tout le tableau. Ronald était un homme avec des problèmes liés à l'alcool, avec une tendance à l'agression. Et comme cela arrive souvent, sa rage se dirigeait vers celui qui était le plus proche. Benjamin apparemment devint le dernier maillon de cette chaîne, quand la moindre désobéissance pouvait provoquer une explosion. L'agression de Ronald et ses disputes constantes avec Benjamin menèrent à la tragédie. Et maintenant, grâce à la découverte du passé de Ronald et aux aveux de Laura, l'enquête put enfin reconstituer les événements. Ce n'était pas un acte occasionnel de violence, c'était la conséquence de conflits de plusieurs mois et de plusieurs années qui ne faisaient que s'intensifier jusqu'à devenir irréversibles. L'enquête vit clairement que Ronald avait un motif net: alcool, agression et hostilité accumulées. Ce n'était pas un acte prévu d'avance,
mais le résultat d'une escalade soudaine d'un conflit familial habituel qui devint tragédie. La situation s'éclaircit, et maintenant l'enquête pouvait se diriger vers l'étape finale. Tous les indices clés furent rassemblés. Il y avait la ceinture, la confirmation de sa liaison avec Benjamin, l'alibi détruit, les faux témoignages, et maintenant même le portrait psychologique du suspect. Les enquêteurs étaient au prêt pour la confrontation finale. La question restait une. Comment Ronald réagirait-il quand on lui présenterait toutes ces preuves ? Enfin arriva le moment de vérité. Tous les indices furent rassemblés, toutes les preuves dans les mains de l'enquête. Ronald Wilson devait répondre aux questions qu'il avait longtemps rattrapées. Il fut amené dans la salle d'interrogatoire et la caméra vidéo fut allumée. À ce moment, les détectives étaient déterminés. Contrairement aux rencontres précédentes, où il pouvait essayer d'échapper à la vérité, aujourd'hui il dut faire face aux faits. Les détectives ne se pressaient pas. Ils agissaient méthodiquement, posant devant Ronald les cartes une après l'autre. D'abord, ils lurent toutes les incohérences dans son alibi, qui ne résistaient à aucune critique. Ensuite, ils lui montrèrent les photos de la ceinture et lurent la conclusion des experts, où était écrit noir sur blanc. Le sang sur la ceinture appartenait à Benjamin. Pour Ronald, ce fut un coup. Il se tut. À ce moment, il devint évident que sa défense était brisée. Il ne s'opposait pas, ne niait pas, simplement se taisait. La pause dura 2 minutes et 14 secondes. C'est précisément dans ce silence que les détectives sentirent que son armure commençait à se fissurer. Les enquêteurs ne lui donnaient pas de temps pour réfléchir. Ils savaient qu'ils devaient répondre aux questions qu'ils ne pouvaient ignorer. Maintenant, quand ils avaient l'indice et tous les faits en main, ils passèrent à quelque chose de plus personnel. Ronald pouvait toujours nier qu'il était celui qui portait les coups, mais maintenant il devait faire s'effondrer sur lui la vérité de l'intérieur de la famille. Les détectives commencèrent à lire les témoignages de Laura, sa femme, sur le fait que les disputes entre lui et Benjamin étaient fréquentes, que Ronald manifestait souvent de l'agression, surtout quand il buvait. Laura avoua qu'elle savait de ces disputes, mais ne faisait rien, les considérant comme des problèmes familiaux habituels. Ce fut comme le dernier coup à sa position. Il ne pouvait plus se cacher derrière le mensonge. Sa femme, avec qui il vivait, témoignait maintenant contre lui. À ce moment, sa défense s'effondra. Il n'essayait pas de se justifier, ne mentait plus. À la place, ses premiers mots devinrent l'aveu de son effondrement intérieur. Il était insupportable. Ce n'était pas un aveu direct, mais ce n'était déjà plus un déni. Il essayait d'expliquer ses actions, mais ne cachait déjà plus que quelque chose avait mal tourné. Les détectives, sans perdre de temps, posèrent la dernière question décisive. Ronald, racontez-nous ce qui s'est passé le 7 avril. C'était le moment où son silence ne pouvait plus continuer. Ronald commença à parler. Tout ce qu'il pouvait dire, c'était quelques phrases décousues. Il parlait de disputes, de la façon dont tout sortit de contrôle. Il mentionna l'alcool, et enfin avoua « Je l'ai frappé avec la ceinture ». Ces mots devinrent le point culminant de l'enquête. Il reconnut qu'il porta des coups et que cela devint une erreur fatale. Quand les détectives lui demandèrent s'il avouait le meurtre, Ronald ne nia pas. La réponse fut brève, mais précise. Oui. Cet aveu fut fixé et devint la confirmation officielle. Le crime fut élucidé et le coupable fut trouvé. Après l'aveu de Ronald Wilson, l'enquête ne pouvait pas encore se calmer. Bien qu'il eût avoué qu'il porta des coups, son aveu devait être vérifié pour fermer toutes les lacunes. Pendant l'interrogatoire, il mentionna un détail important qui jusque-là restait inconnu. Il dit que la violence commença non pas dans la remise, comme on le pensait auparavant, mais dans le salon. Il affirmait qu'à ce moment du sang tomba sur le tapis, qu'il essaya ensuite d'effacer avec un produit nettoyant. Cette nouvelle information attira immédiatement l'attention de l'enquête. S'il tente réellement d'effacer les traces, cela pouvait devenir la clé de la révélation définitive de tout le tableau. La décision ne se fit pas attendre.
fut désigné un examen répété de la maison. À l'aide des criminalistiques, fut effectuée une vérification du tapis dans le salon avec l'usage de luminol, substance chimique qui se manifeste en présence de sang, même s'il fut effacé. Cette création d'un éclat bleu dans l'obscurité ajoutait encore plus de tension à cette enquête. Le tapis fut traité avec la solution et la pièce fut assombrie. Les spécialistes suivaient attentivement la réaction de la substance et le résultat ne se fit pas attendre longtemps. Au centre du tapis apparut un éclat bleu vif, confirmant la présence de sang caché aux yeux. C'était cette preuve qui confirma définitivement les mots de Ronald. Après cela, furent pris des échantillons de cette partie du tapis pour l'analyse ADN. Le laboratoire confirma. Le sang trouvé sur le tapis appartenait à Benjamin Wilson. Cela non seulement confirmait l'aveu de Ronald, mais prouvait aussi qu'il essaya de cacher les traces du crime, détruisant les preuves dans la maison. La tentative de cacher les traces du crime détruisait complètement sa défense possible. Maintenant, l'enquête était sûre. Elle avait non seulement l'aveu, mais aussi des preuves irréfutables que Ronald Wilson était celui qui commit le crime et essaya de cacher ses actions. Tous les faits se connectaient et l'affaire commençait à se composer en tableau définitif. L'étape suivante était évidente. Éclaircir tous les détails du crime, comment ils se déroulèrent et préparer les matériaux pour le tribunal. Après que tous les indices furent rassemblés, l'aveu de Ronald fut officiellement fixé et l'affaire fut transmise au tribunal. Dans la salle d'audience, ses avocats essayèrent d'adoucir sa responsabilité, affirmant que le crime se produisit dans un état d'affect et ne fut pas un meurtre prémédité. Cependant, malgré toutes les tentatives de justification, les preuves rassemblées, y compris l'aveu, l'analyse ADN, les traces de sang et la tentative de cacher les indices, ne laissèrent pas de doute sur sa culpabilité. Le tribunal reconnut Ronald Wilson coupable du meurtre de Benjamin Wilson. L'analyse psychologique confirma que son agression n'était pas occasionnelle, mais s'accumulait pendant une longue période et qu'il était capable de contrôler ses actions. Par conséquent, malgré les circonstances atténuantes liées à l'alcool et aux problèmes personnels, Ronald fut condamné à la réclusion à vie sans droit à la libération conditionnelle. Laura Wilson, la mère de Benjamin, fut reconnue coupable de négligence criminelle. Elle n'intervint pas dans les conflits qui se produisaient et n'essaya pas d'empêcher la tragédie, malgré les disputes régulières dans la famille. Sa sentence fut moins sévère. Elle reçut un sursis et fut obligée de suivre un cours de traitement psychothérapeutique. Après le procès, la famille Wilson fut détruite. Ronald se retrouva en prison. Laura continua à vivre avec un sentiment de culpabilité et la perte. La famille qui autrefois semblait ordinaire était maintenant partie d'une tragédie qui laissa une trace profonde dans la vie de tous ceux qui les connaissèrent. Peu après le procès commença la réhabilitation de Laura. Cependant, elle ne put jamais se remettre du sentiment de culpabilité de ne pas être intervenue à temps. La tragédie devint une leçon pour beaucoup, non seulement pour sa famille, mais aussi pour ceux qui observèrent cette affaire, et peut-être pour la première fois comprirent à quel point il est important de surveiller les relations familiales et de ne pas ignorer les signes de violence, même s'ils semblent insignifiants.